Ici Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. Moi, je suis assez étonnée de la façon dont est construit parfois le marketing hôtelier. J'ai passé 1 an chez LVMH où le marketing est le métier roi. Je suis arrivée dans l'hôtellerie, personne ne savait ce que c'était. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec des millions d'euros de loyer à sortir et tu n'as plus 1 euro de chiffre d'affaires qui rentre. Les clients ne se rendent pas toujours compte, mais dans le prix de leur chambre, ils payent la qualité de l'emplacement. Et le client, il doit se sentir comme chez lui, comme à la maison. Surtout pas que ça lui rappelle les codes de l'hôtel. On est devenu en avril dernier société à mission. On est la première marque hôtelière à l'être. Le plus beau concept que tu peux imaginer, il est rien sans l'excellence opérationnelle. Mes chers insiders, bienvenue sur le premier podcast hôtelier qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat, management et leadership, développement personnel et durable. Vous êtes hôtelier et vous cherchez une solution sur mesure pour améliorer l'expérience client, satisfaire vos équipes et optimiser vos opérations? J'ai la solution pour vous. Muse, c'est mon nouveau partenaire. Muse, c'est bien plus qu'un simple PMS. C'est une plateforme nouvelle génération faite par des hôteliers pour des hôteliers. Avec Muse, vous pouvez personnaliser chaque aspect de l'expérience de vos clients, de la réservation au check-out, de la réception au revenu management. Vous pouvez même automatiser les processus fastidieux, libérant ainsi du temps à vos équipes pour offrir un service exceptionnel à vos clients. Muse n'est pas seulement une solution de gestion, c'est un partenaire dédié à la réussite de votre établissement. Que vous gériez un petit hôtel de charme, des appart-hôtels ou une grande chaîne internationale, Muse s'adapte à vos besoins. En plus, bénéficiez de 10% de réduction sur les frais récurrents en disant que vous venez de ma part. Et si le sujet vous passionne, foncez écouter l'épisode que j'ai enregistré pendant l'été avec Mac Abdelkafi, le directeur des ventes de Muse en France. N'attendez plus et faites passer votre hôtel à la vitesse supérieure avec Muse. Cela fait plus de 12 ans qu'elle a intégré Oco Hotels. Entrée par la porte du marketing et de la communication, elle est aujourd'hui la directrice générale. Je suis ravi de partir à la découverte de son parcours. Bonjour, Solène Auréa Davis. Bonjour Maxime, merci pour ton invitation. Écoute, ça fait très longtemps que je tourne autour de Oco et que ton nom apparaît régulièrement. J'ai entendu parler de toi plusieurs fois, donc je suis vraiment ravi de t'avoir. D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui ? Eh ben alors, de mon bureau, le siège social d'Oco Hotel est à Paris, dans le 8e arrondissement. Génial. On va beaucoup parler d'Oco, on va beaucoup parler de ce groupe, mais avant ça, j'aimerais partir à la rencontre de ton univers et de ton parcours pour aussi comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là. Est-ce que tu peux me raconter qui tu es ? Alors, c'est parti. Écoute, moi je suis d'abord l'aînée d'une fratrie de 4. On est 4 frères et sœurs et chez nous la famille c'est assez important. Pour autant, j'ai jamais imaginé que je travaillerais en famille. Donc moi, assez vite, j'ai été intéressée par l'économie. Et du coup, j'ai fait une école de commerce, l'EDEC à Lille. Ça m'a bien amusé, c'était sympa. C'est des formations hyper généralistes et au milieu de tout ça, c'est vraiment les métiers du marketing qui m'ont passionnée parce que une dimension marque absolument fabuleuse. Il y a du storytelling, il y a de l'économie, il y a de la sociologie, il y a du business model. Donc pour moi, c'est vraiment une discipline qui est à la fois extrêmement stratégique dans les entreprises et puis en même temps qui laisse une part de créativité avec des éléments liés à la culture
qui moi, me parle énormément. Mhm. Donc, je finis l'EDEC à Lille et puis je finis par un master entrepreneuriat à une époque où c'était pas trop la mode, D'accord. mais ça me démangeait un peu de découvrir cette discipline-là. Et à la fin de mes études, je suis en stage de fin d'études à Shanghai, en Chine, et je suis un peu perdue parce que tous mes copains vont bosser dans les grands groupes. Ouais. Donc c'est assez caricatural, mais les garçons dans la finance, l'audit, le conseil. Ok, je vois. Et bien souvent les filles en marketing, communication, mais plutôt pour des grands groupes. À cette époque, les employeurs préférés des diplômés, c'était L'Oréal, Procter & Gamble, Unilever. Et en fait, j'avais un blocage. Je me retrouvais pas dans tout ça. Je savais pas quoi faire et je me posais des tonnes de questions. Mes parents sont venus me voir et en fait, mon père comprenait pas du tout mon sujet. Il me disait, écoute, enfin, je sais pas, pour moi, tu rentres dans une boîte et puis tu bosses et puis il se passe plein de choses. Alors, c'est sûr que pour quelqu'un qui est rentré à la Caisse des dépôts, qui un jour s'est fait racheter par Accor, qui a passé 15 ans, qui a fait complètement autre chose après, Ouais. peut-être que c'était facile de dire ça. Hmm. En tout cas, à l'époque, lui, il avait fait un choix assez dingue. Il avait quitté un job assez stratégique et assez confortable au sein du groupe Accor pour créer son propre projet hôtelier. Et il me dit à ce moment-là, bah, tu sais quoi, je vais lancer une équipe. J'ai besoin de quelqu'un pour le marketing et la com. Si tu veux venir, viens. Ok, intéressant. Et je lui dis oui. Ah ouais, donc c'est là que l'histoire familiale va commencer. L'histoire démarre. Ah. Et je rentre de Chine et on se retrouve tous les deux à Boulogne-Billancourt, dans un bureau prêté par des amis à lui, à 2 pas de la bananerie de Michel et Augustin, qui ont été, moi, mes mentors, enfin, que j'ai eu l'occasion de rencontrer 1 ou 2 fois, Ouais. mais qui étaient pour moi la référence marketing. Belle aventure, en effet, de ce point de vue entrepreneurial et marketing. Très belle aventure. Et dans ce contexte-là, on commence à créer Oco-Hotel tous les deux. D'accord. Et donc ton père, lui, tu disais, a d'abord travaillé à la Caisse des dépôts, il est devenu hôtelier par la suite? Il a eu plein de vies. À la base, il était négociateur dans le pétrole. Puis après, il a eu 4 enfants. Là, ma maman lui a dit hop, hop, hop. Donc, il est rentré à la Caisse des dépôts. Il a pris la tête de Wagon-Lit, qui a été acheté par le groupe Accor. Il s'est retrouvé chez Accor, donc complètement par accident. Et il a découvert l'industrie de l'hôtellerie à ce moment-là. Après, il a eu chez Accor des postes extrêmement différents, notamment il a été un temps secrétaire général de Paul Dubrul et Gérard Pélisson, les fondateurs du groupe. Voilà, qui sont 2 pionniers de l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le terme père fondateur est parfait, je trouve, pour eux. Exactement, c'est les créateurs de l'hôtellerie de chaîne en France, voire en Europe. Donc c'est des gens assez impressionnants. Et en fait, la dernière mission qu'il a fait pour eux, c'est qu'il a créé une marque hôtelière qui s'appelait à l'époque Suite Hôtel, qui est maintenant Suite Novotel, qui était un des premiers concepts en fait de résidence hôtelière je me souviens bien, en France. Et il s'est éclaté. Il s'est rendu compte de l'aventure humaine que ça pouvait constituer, y compris au sein d'un grand groupe. Aujourd'hui, on appelle ça de l'intrapreneuriat. L'aventure humaine, d'imaginer un nouveau service, de constituer une équipe au sein d'une boîte qui commençait à avoir des marques qui étaient quand même très connues, très établies. Et je me souviens qu'à l'époque, quand il est parti, ça a été un choc pour ses équipes et pour lui. Et il y a plein de gens que j'ai rencontrés après dans ma vie professionnelle qui m'ont dit « Ah là là, Suite Hôtel, c'était la plus belle aventure professionnelle de ma carrière, etc. » Donc, il avait vraiment vécu quelque chose d'hyper fort. Et quand il est parti, il avait envie de créer quelque chose de tout aussi fort et de pouvoir y mettre encore plus les convictions qui étaient les siennes. Donc, c'est ainsi que Oco Hotels allait naître. Exactement.
avec Donc c'est comme ça que du coup qu'a commencé, l'histoire de Doc Hotels. Est-ce que tu peux un petit peu me la raconter, me présenter ce projet puisque tu le connais mieux que personne? et ben, ce projet déjà, ce qui est complètement atypique, c'est que c'était dès le début, un projet de création d'une marque hôtelière. Moi, je me rendais pas du tout compte à l'époque que les marques hôtelières, c'était quand même l'apanage des grands groupes, qui avaient certes beaucoup d'indépendants dans le métier, mais qui finalement avaient plutôt tendance soit à avoir des produits totalement indépendants, soit à rejoindre des chaînes intégrées ou à prendre des franchises auprès de grands groupes. Donc, j'avais pas perçu à quel point c'était atypique de se lancer, non pas dans l'ouverture d'un établissement, de 2 établissements, mais de partir avec l'idée de la création d'une marque. Ouais, avec l'identité et cetera, qu'est-ce que ça allait représenter? Tous ces éléments. Exactement, et je pense qu'un des succès d'Oco, c'est ça. Moi, je suis assez étonnée de la façon dont est construit parfois le marketing hôtelier. J'ai passé 1 an chez LVMH où le marketing est le métier roi. Je suis arrivée dans l'hôtellerie, Mmh. personne ne savait ce que c'était. Enfin, la plupart des gens Ouais. avec qui je discutais me parlaient de commercial, hein, mais absolument pas de ce que moi j'appelle le marketing. Donc, ça a été extraordinaire parce qu'on avait vraiment un boulevard pour imaginer une marque qui proposerait quelque chose de différenciant. Alors après, dans tout ça, on a mis Mmh. chacun un peu de ce qu'on était avec Olivier, je pense. Lui, dans son approche ingénieur, financier, et puis quelqu'un qui avait fait 15 ans d'hôtellerie dans un des plus gros groupes mondiaux, il avait la certitude qu'un hôtel 4 étoiles devait être en hyper centre-ville, parce que dès 2009, il avait perçu que la voiture c'était fini et qu'il fallait être à proximité d'une gare TGV ou d'une station de tram. D'accord, donc vision quand même, très C'est une novatrice à ce évidence moment-là. aujourd'hui pour tout le monde, je l'espère, mais c'est vrai qu'en 2009, il y avait encore Ouais, beaucoup de gens qui avaient pas perçu ça. Donc il avait cette conviction-là bien sûr. et il se disait voilà, une fois qu'on a dit ça, on est en train de se parler de localisation extrêmement centrale au cœur des villes, donc forcément du foncier qui coûte cher. Et les clients se rendent pas toujours compte, mais dans le prix de leur chambre, ils payent la qualité de l'emplacement. Puisque nous, bien évidemment, on paye le terrain, on paye la construction. Euh, donc, au bout d'un Absolument. moment, si on veut proposer une très belle localisation à des tarifs raisonnables, avec un très beau rapport qualité-prix, faut être un petit peu malin. Euh, et c'est là Mmh. qu'il a eu cette intuition de se dire, OK, en fait, on peut optimiser les choses. On va faire des chambres compactes. Nous, chez Ocotel, nos chambres, elles font en moyenne 18 mètres carrés, ce qui est assez éloigné des ratios 4 étoiles, puisque la plupart du temps, en 4 étoiles, on est à 25 mètres carrés, 23, 25 mètres carrés. D'accord. Donc des chambres compactes. Mais après tout, quand on vit en ville, si on est très bien placé, on est prêt à avoir un petit peu moins de place. Et en revanche, Oui. comme on est quand même là pour apporter du service, du confort, de la convivialité, il y aura un espace, les parties communes, et c'est sûr qu'on peut faire mieux que ce qu'on faisait avant dans l'hôtellerie 4 étoiles traditionnelle. Donc plutôt que d'avoir certaines zones qui prennent vite de la place, mais qui sont pas les plus utilisées par les clients, les lobbies, d'avoir des salles de petit déjeuner aveugles, des choses comme ça, il a imaginé un concept de club où toutes les fonctionnalités seraient regroupées en un seul et même endroit. Donc le brief qu'il m'a donné, D'accord. c'est les parties communes dans un seul bloc. Tout doit se passer là. Tous les services classiques ou pas classiques de l'hôtellerie doivent se passer ici. D'accord. Dans ce qu'on appelle le lobby aujourd'hui, en Exactement, fait? voilà, tout à fait. Et le client, il doit se sentir comme chez lui, comme à la maison. Surtout pas OK. que ça lui rappelle les codes de l'hôtel. Mmh. Intéressant ça. Très très intéressant. Donc voilà, ça c'est le brief de départ qu'il m'a donné. Moi, j'ai pu travailler là-dessus sur toute la partie design et justement aller vers quelque chose qui ressemble plus à un salon plutôt déco qu'à un lobby d'hôtel, à choisir des arts de la Mmh. table qui sont plus ceux que toi tu t'offrirais pour chez toi que ceux que tu as vus dans tous les cafés-restaurants de France. Des tas d'éléments comme D'accord. ça. Et alors,
Tu vois justement, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis un architecte qui est un hôtelier ou est-ce qu'au contraire tu choisis des professionnels qui ne le sont pas pour ne pas avoir cette influence? C'est quoi un peu les éléments, stratégiques, que tu décides à ce Bah, moment-là? tu touches le cœur du sujet. Moi, effectivement, j'ai plutôt tendance à travailler avec des décos et des archis qui sont pas des professionnels de l'hôtellerie. S'ils en Ouais. ont peut-être fait un ou deux, c'est chouette, mais si c'est leur fonds de commerce et qu'ils en ont fait 50, en fait, souvent, ils ont déjà tellement intégré les contraintes de l'hôtellerie, les sujets de maintenance, les sujets opérationnels, qui vont te faire quelque chose de très sympa, hein, mais qui finalement va beaucoup ressembler à un hôtel. Et nous, dans notre Oui. démarche, on avait plutôt envie d'imaginer un salon. Moi, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'ont fait parfois les propriétaires de chambres d'hôtes. Parfois, dans les chambres Mmh. d'hôtes, alors les chambres ont une déco personnalisée, mais on te met à disposition un salon où tu peux passer du temps. Et souvent, mais c'est très sympa. Mais c'est sympa parce que c'est authentique, parce qu'il y a les codes qui sont les codes du domestique. T'as un plaid sur le fauteuil, t'as des livres dans la bibliothèque, une carafe de whisky où tu peux te servir. Et en fait, tout ça, ça participe de ton impression d'être comme à la maison. Donc c'est sur ce D'accord. fil-là qu'on a imaginé à la fois le design des espaces, mais aussi les services qu'on y proposerait. Mmh, et à ce moment-là, vous n'étiez que 2, ton père et toi? Oui, au tout début, on n'était que deux, ouais. Ah ouais, impressionnant. Parle-moi aussi de la partie, financement parce que, faut pas l'oublier, on est avant tout sur une entreprise, ça coûte cher, il y a de l'immobilier, il faut avoir les fonds. Comment est-ce que justement vous faites pour, faire financer votre premier projet, votre premier hôtel? Alors, tu fais bien de le souligner. On a une industrie quand même dans l'hôtellerie qui nécessite énormément de fonds. Nous, chez Oco Hotel, on n'est pas propriétaire des murs de nos établissements parce que c'est Ah des oui. montants qui sont absolument démentiels. Mais il a fallu d'une part convaincre des investisseurs de financer les murs de nos établissements et du coup de croire en notre capacité, nous, à payer un loyer. Et d'autre part, nous, être capable quand même de financer un certain nombre de coûts, parce que notamment, on achète des FF&I ou équipements hôteliers, on appelle ça comme on veut, mais c'est à la charge de l'exploitant d'acheter des lits, des petites cuillères, etc. Et rien Complètement, que ça, et ça peut vite c'est des chiffrer. montants énormes, parce que nous, on a des établissements qui font en moyenne 100 chambres en région et en moyenne 150 chambres en région parisienne. Oui, c'est des Mmh, très gros montants. Et ça a été un boulot mais colossal pendant une complètement. grande partie de la vie d'Oco-Hotel. Vraiment ce sujet d'aller financer le projet d'après, parce que les équilibres dans notre industrie, ils sont gigantesques. À peine tu ouvres un établissement, t'es enfin rentable, que tu réinvestis dans un nouveau projet. Donc, il y a une course à la trésorerie permanente parce que tu veux garder aussi le contrôle de ton entreprise. Forcément, tu essaies de lever le moins d'argent possible. Et puis, sur tout ça, est venu le Covid. Et là, ça, c'est Ouais, pas passé loin. C'est pas passé loin. bien sûr. Déjà, avant qu'on rentre dans ce détail-là, donne-nous un peu la chronologie. Ton premier hôtel ouvre en quelle On a année? ouvert notre premier établissement en janvier 2014 à Nantes. Donc c'était C'était Nantes Nantes. et juste après, il y a eu Oui, Grenoble, la c'est ça? première année, c'était dingue. On a ouvert Nantes, Grenoble et Lyon la même année, en 2014. À l'époque, on était 5 dans l'équipe. Waouh! Ah, c'est C'était fou. C'était fou. et donc pour l'anecdote, moi j'ai découvert ton groupe ici puisque un certain Alexandre Comte, qui était le directeur de ton hôtel de Grenoble, se trouvait être le président de l'association des anciens élèves de Lesdiguières, donc l'école hôtelière de Grenoble, dont j'étais, vice-président, et donc c'est à ce moment-là que moi j'ai commencé à découvrir l'hôtel, et Alexandre qui me présente ce projet qui, enfin, faut se rappeler quand même une dizaine d'années en arrière, était très novateur. Est-ce que vous l'appeliez déjà lifestyle? Est-ce qu'on était déjà dans cette Pas du dynamique-là? tout. Le terme n'existait pas. Ouais, Personne n'utilisait cette dénomination. Nous, on avait compris, enfin, on avait eu cette intuition qu'il fallait faire vivre un peu mieux nos parties communes
et que finalement c'est là que se déroulerait le cœur de l'expérience et un petit peu moins en chambre, et que la stratégie de marque dans son intégralité était vraiment une stratégie payante. Je pense qu'à peu près aux mêmes époques, avec des réponses extrêmement différentes, on a eu la même réflexion que les équipes de Mama Shelter, la famille Trigano, et que les équipes de Citizen M, qui est un produit hollandais. Donc, alors, c'est amusant parce que ce sont des groupes dont j'ai assez régulièrement parlé. Il faut même que j'approfondisse avec une personne clé de chacun de ces groupes pour pouvoir les comparer. Ils ouvrent à peu près, c'est la même période, on est sur la même temporalité. Alors, Mama Shelter, ils ont vraiment ouvert avant. Hein. Ils fêtent leurs 15 ans cette année. Le premier port de Bagnolet, ça date de 2009. Mais eux, c'était vraiment des pionniers. Hein. Ils ont lancé ça... Personne n'y croyait. Bon, ils ont mis un temps fou avant de faire le deuxième. Citizen M, ils ont ouvert comme nous, premier établissement en 2014. D'accord, qu'on comprenne bien l'historique. Donc, on fait un saut temporel. Il se passe 6, presque 7 ans. On arrive en période du Covid. Au moment de la pandémie, vous avez combien d'établissements ? Alors, attends que je compte. On avait 11 hôtels. D'accord. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, on en a 14. Ah oui, belle évolution. Alors, raconte-moi comment est-ce que vous êtes passé au travers de cette pandémie ? Eh ben, écoute, ça a été quelque chose d'assez dingue, hein, ce qui nous est arrivé du jour au lendemain, parce que, comme je te le disais tout à l'heure, donc nous, on possède pas les murs de nos hôtels. Donc, du jour au lendemain, tu te retrouves avec des millions d'euros de loyer à sortir et t'as plus 1 euro de chiffre d'affaires qui rentre. Eh oui. Moi, je me souviendrai toute ma vie de la discussion qu'on a eue en comité de direction où notre directeur financier demande « Mais attends, c'est quoi le worst case scénario ?» Et que là, on lui répond « Bah, c'est plus rien, en fait. » Et on n'arrivait pas à intellectualiser le truc. Donc, très vite, énorme sujet de cash. Voilà, il faut trouver des solutions pour maintenir la boîte à flot. Donc, ça passe heureusement par les aides d'État, hein. Bon, avec un gros travail administratif derrière que notre directeur financier de l'époque a pris en charge, mais on a eu à peu près 7 millions d'euros de prêts garantis par l'État. Donc, il y a eu quand même, l'État a très largement fait son travail et a aussi beaucoup aidé sur la mise en place de l'activité partielle qui nous permettait de répondre à la question centrale de comment on va payer nos équipes, en fait. Ce qui, dans une PME familiale, est la question fondamentale. Comment on paye les salaires. Donc, heureusement, on a été bien aidé là-dessus. Après, on a fait une augmentation de capital auprès de nos investisseurs existants qui nous ont soutenus. Et franchement, ils ont été exemplaires parce que la situation était ultra complexe. Ils n'avaient aucune assurance, ils n'avaient pas énormément d'assurance de ce qui allait se passer par la suite. Donc, il y a eu quand même du courage de leur part de nous accompagner dans ces moments-là pour à peu près les mêmes montants que les prêts garantis par l'État. Et ce qui est très intéressant, c'est que les propriétaires des murs de nos hôtels nous ont aidés aussi en faisant des franchises de loyer, en acceptant qu'on ne paye pas un certain nombre de mois parce qu'ils avaient bien compris qu'on était pris à la gorge. Et nous, on les... Que vous avez repayé plus tard ou qui ont tout simplement été Alors, oubliés, tu signes en fait pour une durée plus longue, donc ça permet à tout le monde de s'y retrouver. Et tu peux avoir aussi des clauses de retour à meilleure fortune dans certains cas, mais malgré tout, ils nous ont soutenus sur ces sujets-là. Donc, il y a le gros dossier sujet financier. Donc ça a été du travail de tous les jours de mon père et du directeur financier de l'époque. L'autre sujet, ça a été la gestion du quotidien et des équipes. Et là, déjà, la complexité des protocoles qui changeaient tous les jours, où on savait pas, où on savait plus, où on disait aux gens ouvrez, fermez, etc. Fermer des hôtels qui n'étaient pas prévus pour être fermés, des choses très complexes. Et je dirais, évidemment, le plus dur, ce qui est aussi le plus merveilleux dans notre métier, c'est l'humain, quoi.
des gens qui avaient Absolument, pas ouais. l'habitude de plus voir leur manager au quotidien, qui se retrouvaient à télétravailler, à échanger par visio. Voilà, on a tous perdu un peu le sens de ce qu'on faisait à ce moment-là. Donc c'est vrai que Complètement. nous, dans l'équipe de direction, on avait le stress et l'objectif de sauver la boîte. L'enjeu, il était là. Mais pour les équipes qui étaient au quotidien chez eux, il y a eu un espèce de flou et de sentiment de solitude excessivement difficile, Bien sûr. dont on a véritablement perçu les conséquences quand on a réouvert Mmh. en post-Covid. OK, et vous avez réussi à maintenir tous les postes des personnes qui le souhaitaient pendant cette période-là? Oui, heureusement, dans les hôtels, on avait des ouvertures et Mmh. qui ont continué d'ouvrir. On n'avait pas de choix, c'était des engagements signés. Donc, on a pu faire des vases communicants. Et après, dans les équipes, il y en a qui étaient très contents d'être en activité partielle chez eux, un temps au calme avec la famille, à qui ça allait bien. D'autres qui ont pris un autre job, et d'autres qui nous ont dit, moi, j'ai besoin de bosser. Et là, on les a répartis dans les hôtels en activité en fonction des reprises, Mmh. des réouvertures, fermetures. Donc, heureusement, Et là, c'est l'avantage d'avoir un ouais. groupe, de pouvoir aussi, déplacer les personnes Heureusement, on n'a pas eu d'un à établissement licencier à dans l'autre. les équipes hôtels. Ouais, ça a été fondamental pour nous Mmh. et on a fait un maintien de salaire pour que nos collaborateurs subissent pas financièrement les conséquences de cette pandémie. Ouais, je vois. OK, et aujourd'hui, on va dire à peu près 2 ans post-pandémie, même si ça s'est pas complètement, enfin, c'est terminé beaucoup plus récemment que ça. Combien de salariés dans l'entreprise? Aujourd'hui, on est 270 collaborateurs. D'accord, et comment tu estimes la santé, financière du groupe aujourd'hui? Vous considérez que vous êtes rentable? Est-ce qu'il y a des établissements aussi qui sont un peu ce rôle de vache à lait qui tire vraiment le groupe et d'autres très peu? Est-ce que c'est homogène? Comment est-ce que ça se Alors répartit? aujourd'hui, la situation financière du groupe, elle a absolument rien à voir. On a refait une augmentation de capital pour justement sécuriser l'entreprise. Moi, j'avais besoin de travailler avec une trésorerie disponible qui permet de prendre des décisions sereinement et de pas vivre ce stress de se demander Mmh. quand on fait un investissement, est-ce qu'on sera prêt à déposer le chèque. Voilà, j'étais pas capable. Mon père sait Oui. vivre avec ça, Ouais. il est incroyable là-dessus. Moi, j'avais besoin de plus de sécurité. Financièrement, oui, heureusement, le groupe est rentable. L'année dernière, on a fait des très très beaux chiffres, un chiffre d'affaires bien au-dessus de celui qu'on avait prévu et un résultat net bien au-dessus de celui qu'on avait prévu aussi. Pour la première fois de notre histoire, Mmh. on a versé des dividendes, on a versé de la participation à nos collaborateurs, donc la valeur est là. D'accord. Et on a enfin le choix du roi qui est de comment on la distribue. Donc c'est Oui, vrai qu'à peine 2 ans après le Covid, ça paraît mmh, incroyable. ça paraît Ouais. fou, ce rebond qui est assez commun, d'ailleurs, quand même beaucoup dans l'hôtellerie. On a été très surpris de ce regain très, très vif, mais enfin, je pense que n'importe quelle personne qu'on remet en 2021, personne n'aurait parié une activité aussi florissante que maintenant et un état des lieux positif, financièrement parlant, aussi peu de temps après. Finalement, c'est assez surprenant. Absolument. C'est vrai que ouais, Mmh. on pensait pas que ce serait aussi incroyable. Il y a eu d'autres problématiques, mais quand on a des moments un peu durs, je rappelle aux équipes ce qu'on a vécu. Le 0 Bien euro de sûr, chiffre ouais. d'affaires, le zéro flux financier qui rentre sur le compte, et je leur rappelle qu'aujourd'hui on a quand même des bons problèmes. Mmh, et donc les actionnaires, qui vous ont soutenu depuis le début, aujourd'hui sont récompensés avec aussi, bah, ce retour, d'investissement avec, des dividendes Oui, versés absolument, et et c'est amusant parce que on a notamment un actionnaire qui a plutôt des investissements auprès de startups où la situation oui, aujourd'hui est plutôt complexe. Et, notre responsable nous a confié, bravo, vous avez fait une belle année. Vous êtes une de nos rares participations qui va verser des dividendes cette année. Euh, et moi, ça me rend fière parce que je me dis que notre industrie, qui est une industrie extrêmement traditionnelle, a encore de très belles perspectives économiques. mmh, Et certes, les métriques sont pas ceux qui nous sont annoncés
dans l'économie des startups. Hein. L'hôtellerie, c'est pas la startup nation, donc Oui, on fait pas des levées clairement pas. A, B, C à plusieurs de centaines de millions d'euros, mais on a réussi à survivre à une crise excessivement grave et on a eu une résilience qui nous mène aujourd'hui à des performances qui sont incroyables au Ouais. regard de ce qu'on a subi. C'est intéressant et j'allais complètement utiliser le terme de résilience et même agilité, ce qui est en effet assez rare dans l'hôtellerie. C'est pas vraiment le synonyme qu'on utilise, donc tant mieux et bravo aussi de cette évolution. Là, tu nous as bien positionnés dans le présent. Moi, j'aimerais qu'on regarde un peu vers l'avant, que tu me parles, de l'ambition d'Oco. Quel futur? Comment est-ce que vous pensez vous développer dans les années à venir? Alors, il y a déjà un développement géographique. Aujourd'hui, on a 14 établissements dans toute la France. On a l'ambition de s'installer déjà dans les villes où nous ne sommes pas, que ce soit à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse, d'être plus présent là où on est déjà et où il y a encore pour nous de la place, à Paris, à Lyon, à Lille. Et puis, bien évidemment, on regarde l'international. Nous, on a à peu près la moitié de notre clientèle qui est de la clientèle internationale, essentiellement européenne. Et on est persuadé qu'on a un concept qui se prêterait très bien à une implantation dans les grandes capitales européennes. Donc ça, c'est vraiment notre axe de développement numéro 1 sur les sujets géographiques. Après, il y a la question de la marque. Oco Hotel, la marque Oco Hotel, le concept, c'est vraiment notre bébé. On l'a créé toute pièce. Comme tu l'as dit, en 2014, c'était quelque chose de complètement atypique. Et depuis, avec l'émergence du lifestyle, j'aime pas ce terme, mais bon, personne a trouvé encore quelque On n'a pas de bonne traduction qui soit on a trouvé aussi, un truc parlant, donc au moins ça parle bien à tout le monde. Et aujourd'hui, il y a des tas de choses que nous on avait faites qui ont été copiées, tant mieux. Hein. Et du coup, on a ce besoin de reprendre une longueur d'avance par rapport au marché, de se différencier. Donc, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Comment préserver la désirabilité de notre marque, comment se réaffirmer justement dans cette espèce de brouhaha du lifestyle. Qu'est-ce qu'on nous sur ce marché et ça fait partie vraiment de nos grandes préoccupations. Et enfin, le dernier sujet, qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la stratégie, la démarche RSE de l'entreprise. On est devenu en avril dernier société à mission. On est la première marque hôtelière à l'être. C'est beau. C'est beau, c'est bien de le préciser. Voilà, donc il y a quelques hôtels qui avaient franchi le pas avant nous, des hôtels individuels. C'est le Babel à Paris, les hôtels des aubergistes lyonnais. Nous on est le premier concept qui est labellisé société à mission. Ça a été... En quelques mots, pour quelqu'un qui n'est pas sensible, enfin qui n'a pas connaissance de ce sujet, ça représente quoi être entreprise à mission? Alors, le statut de société à mission, ça englobe l'ensemble d'une démarche RSE sur tous les aspects, c'est-à-dire pas seulement l'aspect écologique, mais également l'aspect sociétal, l'aspect social. En gros, on doit s'assurer que ce qu'on fait, ça prend en compte les intérêts des différentes parties prenantes. Donc, bien évidemment, ses clients, mais aussi ses collaborateurs, ses investisseurs, les territoires où on s'implante, la planète, la société civile. Voilà, ça c'est un exemple de partie prenante. Donc, on est amené à modifier les statuts de son entreprise, les statuts juridiques de son entreprise. On va écrire sa raison d'être dans les statuts de sa boîte, puisque une entreprise, son but d'un point de vue purement philosophique, c'est de faire du profit. Dans l'idée des sociétés à mission, on se dit qu'on est en droit d'inscrire un autre but dans les statuts de sa société. D'accord. Et il y a une gouvernance. Mais vous pouvez quand même faire du profit. Bien sûr, évidemment, parce qu'on est toujours une entreprise. Et de même que il y a un moment pour partager la valeur, faut qu'il y en ait à la base. La société à mission, c'est pas une association loi 1901. On est avant tout quand même une société capitaliste, mais qui se donne une autre ambition que celle uniquement de gagner de l'argent. Donc chacun définit la sienne.
Et puis, tu changes de gouvernance puisque tu crées un comité de mission qui est le pendant de ton comité d'administration, de ton conseil d'administration. Donc, tu vas avoir à la fois des gens de ta structure et des gens que tu vas chercher à l'extérieur. Et ces personnes-là vont être en charge d'analyser le travail que tu fais sur ta démarche RSE, où tu en es, de tes engagements, de tes avancements. Et ils sont là pour te challenger et t'aider à aller plus loin. Et tu es contrôlé tous les 18 mois par un organisme tiers indépendant, comme si tu avais un audit. Donc, tu peux pas te lever un matin et te déclarer société à mission. Voilà, c'est une démarche heureusement d'ailleurs ultra exigeante. Et c'est pour ça qu'on l'a retenu, parce que c'est beaucoup de travail. Mais une fois que c'est fait, ça construit une démarche extrêmement long terme pour structurer ta politique RSE. Solène, tu as ouvert beaucoup de portes et j'ai envie de me jeter dans à peu près toutes celles que tu as ouvertes. Donc, je vais essayer de synthétiser et peut-être de reformuler. Aujourd'hui, OCO donc, devient entreprise à mission. Il y a une logique d'expansion française et internationale. J'ai aussi envie de te poser la question des challenges internationaux. Je ne sais pas si tu auras le temps de synthétiser ça, mais surtout, comment est-ce qu'on arrive à croître avec cette logique capitaliste, ces contraintes de l'immobilier et un environnement polluant dans une économie qui elle-même est très polluante, et l'immobilier et le tourisme, l'hôtellerie particulièrement, avec cette dynamique de croissance qui est quand même relativement rapide. Eh ben, tu touches au cœur du sujet. Il faut faire des choix. Et je dis souvent à mes équipes, choisir, c'est renoncer. Et ça, c'est intimement lié quand tu veux construire une logique durable dans ton entreprise. Ouais, il va y avoir des renoncements. C'est une certitude. Mais moi, en tant que marketeuse, je suis pas contre ça. Quand on a construit OCO-Hôtel, c'est aussi en faisant des choix segmentants qu'on a construit une marque qui était attractive et qui était différenciante. Donc, je suis pas effrayée de ça. Si tu fais des renoncements, que tu sais expliquer à tes équipes, que tu sais expliquer à tes clients, à tes investisseurs, et que tu as un discours qui a du sens, ça peut tout à fait marcher. Mais oui, très concrètement, ça veut dire que quand tu t'engages dans cette démarche, bah nous, récemment, on s'est dit, on ne fera pas d'hôtel dans des zones aéroportuaires. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un renoncement. Alors, il se trouve qu'au moment où on a pris cette décision, on en avait déjà un à côté de l'aéroport de Nice, mais ce sera le dernier. Donc, plus de développement dans les zones aéroportuaires. Aujourd'hui... Pour ne pas pousser ce trafic aérien, voilà. Justement, c'est dans cette dynamique-là. Exactement. Ouais. C'est pas grave. Donc là, ça démontre quand même d'une vraie vision, puisque souvent, la critique que moi je fais aussi, c'est l'hôtelier qui dit « nous, on est un hôtel qui se fournit en énergie renouvelable, etc. » Je prends une hôtellerie, par exemple, insulaire, c'est un sujet que j'ai déjà traité. Oui, mais il faut aussi penser comment viennent les clients jusqu'à votre établissement, et ça doit s'inscrire dans la démarche RSE globale. Absolument, tu as tout à fait raison. Nous, on est en train de faire un bilan carbone. On a choisi volontairement un bilan carbone de scope 3, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas uniquement ton activité hôtelière, qui a priori représente que 25% de tes émissions au carbone. On va regarder ce que ça consomme en carbone d'approvisionner ton hôtel avec ton linge, ton food, tes consommables, et on va regarder la dépense carbone des clients qui viennent à ton établissement. C'est ça un bilan de scope 3, et ça, c'est 2 blocs, c'est 75% des émissions carbone de ton activité. Donc en fait, si on regarde juste la façon dont nous on travaille, malheureusement, ça va pas suffire. Donc oui, tu as raison, c'est une réflexion tout à fait globale. Donc il y a cette question de l'implantation et puis la construction. Nous aujourd'hui, 90% de nos projets, c'est de la construction neuve. Construire en neuf, c'est 10 fois plus consommateur en carbone que de faire une rénovation. Donc aujourd'hui, on regarde beaucoup plus de dossiers en rénovation que ce qu'on faisait avant.
Ouais, c'est passionnant comme sujet, c'est intéressant de le comprendre, mais à la fois pour défendre cette partie, j'imagine que le fait de construire à neuf, ça permet aussi d'avoir, des établissements qui respectent les enjeux de demain, notamment, les passoires énergétiques qu'on retrouve partout et dont certains sont des hôtels. Donc de créer quelque chose qui, pour les 50 prochaines années, va être votre hôtellerie de demain et qui, j'imagine, d'un point de vue consommation, va aussi amortir les coûts de construction. Absolument, tu as ce double challenge permanent de se dire, si on construit demain, comment construire en étant le plus neutre en carbone possible. Tu vois, là, le dernier établissement qu'on a ouvert, dans le quartier de Rosa Parks à Paris, dans le 19e, ça appartient à Oui, un projet immobilier qui s'appelle Îlot Fertile. C'est le oui. premier quartier zéro carbone en exploitation à Paris. Donc non seulement sur la construction, ils sont allés très loin dans la démarche, mais en plus dans l'exploitation, ils ont sélectionné des opérateurs qui étaient totalement engagés sur ces sujets-là. Donc oui, il y a des tas de choses qui sont possibles si on réfléchit en amont et qu'on finance en amont. Et puis après, sur Mmh. l'existant, on peut faire beaucoup de choses et c'est sûr que parfois il y a des bâtiments qui sont de telles passoires thermiques que rénover, ça aurait même pas de sens. Donc il faut être capable de faire les deux. Bien sûr. Mmh. Ouais, c'est vraiment des comme tu dis, c'est un parti pris, hein. Tu es obligé de choisir à chaque fois. Il y a pas de bonne solution, de solution parfaite. Il y a surtout, la moins mauvaise, solution et c'est ça qui te permet d'aller dans telle ou telle direction. Je voulais revenir à quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur, la logique de se différencier. Donc on comprend qu'aujourd'hui, il y a plein de groupes, il y a plein d'hôtels qui vous ont, copié, en tout cas qui se sont inspirés de votre concept. Donc comment est-ce que vous restez à la pointe, de l'innovation, enfin, on peut parler d'innovation de service. Comment est-ce que vous réussissez à maintenir, ce niveau-là de service et d'expérience pour vos clients? Alors, il y a pour moi deux choses qui sont assez intéressantes. C'est d'une part que le plus beau concept que tu peux imaginer, il est rien sans l'excellence opérationnelle. Et Ouais, le succès d'Oco, certes, il réside dans le fait que c'est une chouette petite marque sympa qui, avec un statut d'outsider, a réussi à obtenir un développement plutôt rapide en France sur son marché. Mais c'est aussi le fait que dans nos hôtels, tu es bien accueilli. Ok, c'est le basique ouais. de notre métier, mais il y a encore beaucoup trop d'endroits qui sont super chouettes, où sur Instagram ça te fait super envie, et où malheureusement le service que tu découvres est pas forcément à la hauteur de ce que tu imaginais. Et ça, c'est juste le basique de notre métier en fait, la qualité Oui, de service. Nous, sur l'ensemble du groupe, on a une satisfaction client globale qui est à 85%, et sur le critère seul de l'accueil, elle est à 91%. Il y a 91% des clients qui s'expriment chez Oco sur leur séjour qui jugent que l'accueil a été bon. Ça, c'est mmh, notre job du quotidien. Et ça, évidemment, ça oui, passe par un très gros boulot sur la marque employeur, les équipes, etc. C'est un très vaste sujet. Et puis, l'autre sujet, c'est ta marque en elle-même. Et qu'est-ce que tu peux imaginer demain pour faire en sorte qu'elle fasse toujours envie à tes clients. Et là, c'est intéressant parce que tu as une logique à la fois de ce qui doit être commun, reconnaissable, absolument pareil dans tous tes établissements, et comment, ouverture après ouverture, tu vas changer des choses, essayer des choses. Et en fait, nous, on a monté en interne une méthodologie qui s'appelle le Ocolab, où d'accord. on a des idées, des envies sur un sujet précis. On va aller au bout de notre démarche, on va imaginer quelque chose, on va tester sur un établissement. On fait un test assez long, ça peut être 3-6 mois plus. On prend tous les retours, donc retour sur expérience. Une fois qu'on a ce qu'il nous faut, on le déploie dans l'ensemble des établissements. Ça Mmh, veut dire que t'es pas obligé, quand tu lances quelque chose, t'es pas obligé d'attendre de pouvoir mettre à niveau tout le monde absolument en même temps, ou te dire que tout doit être absolument uniforme, absolument pareil, parce que sinon tu bloques totalement ta dynamique d'innovation.
Il faut que, tu vois, Rosa Parks, c'est le premier établissement où on a inventé des chambres famille avec un vrai concept un peu sympa, avec un prêt de jouets, avec des partenariats un peu cool. Bah voilà, c'est le seul établissement du groupe qui en a. Si ça marche, on le mettra peut-être dans d'autres. Mais on se laisse une possibilité d'avoir des choses qui sont différentes d'un hôtel à l'autre. Et en même temps, on ne déroge pas sur ce qui est commun, ce qui fait partie de l'ADN de marque. C'est assez subtil, mais c'est un travail hyper intéressant. Oui, c'est passionnant en effet. Ce que je comprends, et j'aimerais peut-être que tu donnes des conseils si tu en as, c'est qu'il y a un vrai travail sur le recrutement. Puis aussi, on parle de personnel derrière, on parle du client interne finalement. Euh, donc de recrutement et de formation. Ça veut dire que dès le début, c'était quelque chose qui était très ancré chez vous, où vous avez mis un gros travail pour recruter des profils particuliers. Et du coup, ma sous-question, ce serait quel profil est-ce que vous cherchez pour venir travailler chez Occo? Alors, c'est marrant parce que la question des profils, nous, quand on a lancé l'entreprise, enfin le premier hôtel en 2014, on avait aussi envie de tester des profils différents. On voulait les gens qui potentiellement venaient pas de l'hôtellerie pour voir un peu comment ça se passait. Et nous, dans les équipes du siège, on a été toujours 50-50. La moitié des équipes qui viennent de l'industrie hôtelière et l'autre qui n'en vient pas. Et moi, je crois véritablement à cette richesse de points de vue. C'est extrêmement intéressant. Mais de toute façon, la diversité dans les équipes, c'est toujours intéressant sur tous les sujets. Donc, tester d'autres profils, pas trop se bloquer sur le basique hôtelier. Et on a eu de l'intuition parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plein de gens qu'on recrute. Enfin, il y a quand même une pénurie de diplômés sur certains postes. Donc, il y a plein de postes où, de toute façon, on n'a pas le choix. On prend des gens qui n'ont jamais fait d'hôtellerie, voire qui n'ont jamais fait de service. Et là, c'est une autre histoire. On repart vraiment des basiques. Ouais. Donc, je dirais qu'il y a la formation, mais ce qui est nécessaire dans tout ça, surtout, c'est le management. Parce que si on a des équipes de management qui sont habituées au management traditionnel, ça, tu peux être sûr qu'avec ces collaborateurs-là, ça va jamais marcher. Nous, on a toujours fait le choix d'un management participatif, d'un management de proximité. On a des directeurs et des directrices qui, évidemment, connaissent bien leurs collaborateurs, qui ont un bureau, mais c'est pas porte fermée. Ils passent leur temps au contact de leurs équipes. Il y a de l'écoute, il y a de la compréhension, il y a du droit à l'erreur. Il y a vraiment de l'accompagnement au quotidien. Et ça suppose aussi qu'ils aient du temps à consacrer à ça et que nous, au siège, on soit assez efficace sur un certain nombre de sujets, que ce soit le marketing, la communication, les achats, une partie de la gestion financière, une partie des ventes aussi, pour que eux puissent vraiment travailler au quotidien sur le management de leur équipe, la relation client et la gestion de leur hôtel. Ouais. Ce que j'entends à travers tout ce que tu me dis, c'est qu'il y a donc une vision qui est partagée évidemment par le haut du groupe en ligne directe avec les managers. En fait, chez vous, ce sont les directeurs des hôtels. L'avantage aussi d'avoir un groupe pas si grand et avec des équipes hôtelières relativement petites, c'est que eux peuvent directement retransmettre tout ça au quotidien avec les collaborateurs. Moi je traduis tout ce que tu dis par jeune génération aussi, génération Z et personnes peu formées. Ça aussi, c'est des sujets que j'ai déjà pu aborder et tous ces challenges-là. Et que quand il y a des problématiques de management, ça peut aussi très vite remonter au siège parce que justement, vous êtes dans cette ligne assez directe. Donc il y a une agilité, encore une fois, assez constante qu'on ressent vraiment dans votre groupe. C'est très intéressant en tout cas de voir comment est-ce que ça s'organise chez vous. Oui, après, l'autre grand levier, c'est l'engagement. Et ça, tu parles des jeunes générations. Moi, ça m'énerve toujours quand on dit c'était mieux avant. Je trouve ça pas très intéressant comme démarche. Je te le fais pas dire. Et puis bon, moi, je suis bien contente qu'on m'ait donné ma chance quand j'étais jeune, donc je vais pas être la première à dire que les jeunes générations manquent de ci, manquent de ça. Moi, je vois un truc, les jeunes générations, ils sont ultra engagés. Et ils cherchent une entreprise qui l'est.
Et la chance qu'on a, nous, tu vois, en termes de marque employeur, c'est même pas un truc sur lequel je vais dire qu'on bosse. C'est un peu venu tout seul. Notre directrice de la com a regardé comment ChatGPT décrivait Oco-Hôtel. Et une des premières phrases, c'est une marque d'hôtel axée sur le développement durable. C'est pas notre positionnement, hein. C'est juste qu'à un moment, on a fait un ensemble de choses qui fait que les diplômés et un certain nombre des gens qui cherchent dans l'hôtellerie-restauration ont identifié Oco-Hôtel comme un employeur qui était peut-être un peu plus en avance que les autres sur les sujets de RSE. Et ça fait qu'ils vont postuler en priorité chez nous. Tu as donné énormément d'éléments, on pourrait les retranscrire dans une liste de conseils, mais c'est pour moi une vraie leçon à la fois management, à la fois de marque employeur. En fait, c'est tout ce qui va dans une démarche RSE profonde. On voit que c'était aussi pensé sur du long terme, et tant mieux si les conséquences, bon, ChatGPT c'est anecdotique, mais qu'en tout cas les conséquences, elles se voient aussi sur un recrutement avec des profils qui finalement sont en adéquation avec ce que vous êtes. Et c'est là où tu peux évaluer que ta marque, elle fonctionne quand les gens que tu recrutes, finalement, ressemblent à qui tu es. Exactement. Et puis, c'est dans ta logique aussi, tu vois, de compétitivité de marque. Moi, je dis souvent aux équipes, n'importe qui peut rentrer chez Oco, regarder qui a fait la déco, regarder où est-ce qu'on a acheté le lit, quel fournisseur on sélectionne. Mais il y a quelque chose qui est pas reproductible. C'est horrible de le dire comme ça, hein. C'est très économique, mais c'est le capital humain. Nos hôtels, ils feront pas la même performance si les équipes étaient différentes. C'est bien les équipes qui contribuent à la valeur de ce que tu as pu imaginer en termes de produits et de services. Donc, c'est un ensemble des deux. Et il y a beaucoup d'hôteliers qui découvrent ça post-Covid. Mais pourtant, ça a toujours été là. Et c'est essentiel. Ouais. Et quand tu y prêtes attention, c'est un cercle vertueux. Complètement, ouais. Là, tu es complètement dans mon champ lexical et ce que j'ai l'habitude de dire, et beaucoup sur ce podcast notamment, mais je suis content de l'entendre à entre guillemets si haut niveau, tu vois, que des groupes comme Oco se mettent là-dedans et que ça se transcrive par des chiffres, parce que ça vient valider ce modèle-là, et que l'ancien modèle dans lequel justement il n'y avait qu'une dynamique d'actionnaire purement capitalistique, en oubliant ce fameux capital humain, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ça ne fonctionne plus, parce qu'on a besoin, le terme que tu utilises, il est bon, même si la connotation peut paraître négative, de ce capital humain. C'est lui qui fait le fonctionnement, c'est lui finalement le moteur en fait qui emmène ton entreprise dans la direction dans laquelle tu souhaites la mener. Alors après, ça veut pas dire qu'on n'a aucune difficulté de recrutement. Ça veut pas dire que de temps en temps, il y a des partis pris qui sont pas un peu dératés. Voilà, la vie n'est pas toute rose. On est dans des métiers d'humain et de service, avec des hauts débats. Mais ce qui est sûr, moi quand les gens me demandent, attends, mais la RSE, ça coûte combien, etc., je leur dis, non, mais si tu commences à réfléchir à ce que ça te coûte, en fait, tu vas pas t'en sortir. Puis ça va pas être très, très intéressant, parce que tout ne se met pas dans un modèle Excel. Mais réfléchis à ce que ça te rapporte. Ce que je peux te dire, c'est que ça rapporte sur la marque employeur. Et ça veut dire que tu as moins de turnover, tu as plus de satisfaction client, tu as des gens plus performants parce qu'ils sont plus contents de venir au boulot. Il n'y a pas d'autre logique derrière tout ça. Ouais, je suis complètement d'accord. Écoute, Solène, c'est passionnant. Je te propose qu'on arrête la masterclass ici, parce que sinon il va falloir faire un épisode par sous-sujet, et pourquoi pas, on pourrait le faire d'ailleurs. Merci pour tous ces éléments qui, en plus, je trouve, sont assez actionnables, parce qu'ils viennent de ton expérience terrain, d'un groupe hôtelier avec une dizaine d'années d'expérience. Moi, je voudrais, avant de passer à l'ouverture, te proposer un petit jeu que j'appelle mots-clés contre bénéfices. Je te donne les règles. Tu vas partager un mot-clé qui, s'il est écrit par un auditeur, ça peut être sur Apple Podcast, en laissant donc un commentaire et un avis, ou ils peuvent également le mettre sur ma chaîne YouTube en commentaire de l'épisode ou un extrait qui sera partagé. L'auditeur qui fera ça bénéficiera d'un bénéfice de ton choix. Et la parole est à toi. Ok, alors, moi, mon mot-clé, ça va être marque employeur, évidemment. Ouais.
parce que on entend beaucoup d'histoires un peu moches dans notre industrie, et moi j'aime bien les belles histoires. Donc j'ai plutôt envie que les auditeurs puissent partager leur plus belle histoire de marque employeur, que ce soit en situation de manager ou en situation de collaborateur. Voilà, un moment de grâce qu'ils ont vécu pendant leur carrière, où ils se sont dit qu'ils étaient fiers de l'établissement, de la marque pour lequel ils travaillaient, quelque chose qu'ils ont pu tester en termes de marque employeur et qui a particulièrement plu aux collaborateurs. Donc voilà, ce qui est de cet ordre-là. Et je les laisse choisir parce que y a des professionnels qui seront plus amusés par un truc que par l'autre. Entre un code de réduction de 15% sur notre site. Je vais dire à Maëlène de s'en occuper juste après. Oui. et une visite privée d'un de nos établissements. Super, magnifique. Écoute, on fera un code spécial Hospitality Insiders. Et d'habitude, tu vois, c'est juste un mot-clé. Mais là, il faudra même raconter cette anecdote de marque employeur. Je trouve ça encore plus Ah bah sympa. oui, c'est un peu. Eh oui. Écoute, merci de t'être prêté à ce jeu-là. Je te propose d'élargir avec un nouveau voyage dans le temps, même si on a beaucoup fait de la chronologie jusque-là. Si tu pouvais revenir en arrière, disons à ton début de carrière, mais ça peut être aussi un autre moment, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Alors, je pense que je dirais à la jeune professionnelle que j'étais, ne cherche pas à forcément trouver la solution toute seule. Ouais. Nous, on a eu une aventure entrepreneuriale absolument magique avec mon papa, mais ce que j'ai découvert très tôt, c'est qu'un entrepreneur, avant tout, il découvre la solitude. Et ça, voilà, que tu connais ça par cœur. Pour moi, c'est le truc le plus difficile dans l'entrepreneuriat. Tout le monde peut travailler, enfin, pas tout le monde, non. Il y a des gens qui savent travailler avec un haut niveau de risque, avec un haut niveau de stress, avec un haut niveau d'engagement financier. La solitude, c'est un autre sujet. Et ça, moi, ça m'a pris un peu de temps d'accepter de dire que je ne savais pas faire. Et d'ailleurs, en fait, je me rends compte qu'on attend de personnes qui sachent tout faire tout seul, qui les réponse à tout immédiatement. Voilà, tu vois, on se met des pressions énormes. Et que la carrière, c'est acquérir des compétences, mais c'est aussi se construire des tas de réseaux de gens autour de soi avec qui on va faire preuve d'intelligence collective. Et moi, c'est des choses qui m'ont tellement apporté. J'ai un cercle de copains entrepreneurs qui ont des boîtes dans des domaines complètement différents, mais qui ont été des soutiens quand j'avais un doute, quand j'avais une situation complexe, parce que quand tu montes une boîte, en fait, tout le monde passe par les mêmes étapes. Donc, les conseils que tu peux donner à un entrepreneur dans un domaine très différent du tien, ils ont quand même énormément de valeur. Et j'ai un groupe aussi, aujourd'hui, un réseau de collègues hôteliers qui est d'un soutien professionnel énorme, mais pas que en fait. Et pendant le Covid, on avait cette boucle WhatsApp où on se donnait des conseils. Voilà, le premier qui trouvait la solution, il partageait avec les autres. Et ça, c'est quelque chose que j'adore dans notre industrie. En tout cas, dans les groupes de taille similaire au nôtre, il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de soutien. Ouais, ça reste assez sain comme ambiance. Tout à fait, ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, surtout en ayant fait un tout petit passage par l'univers du luxe, où c'est excessivement différent. Donc ça absolument. J'adore ça, je trouve ça génial. Tu parles à un hôtelier, tu rencontres un hôtelier. Alors, il y a un monde entre les grands groupes et les acteurs indépendants, mais en un quart d'heure, toi, tu as les mêmes problématiques. Ça, c'est un vrai bonheur. Et j'aurais aimé qu'on me dise plutôt, vas-y, frappe à la porte des gens avec qui tu as envie de discuter. Ils t'ouvriront leurs portes, ils te donneront leurs conseils. Et puis, en cas de coup dur, ils te remonteront le moral. C'est très drôle que tu dises ça parce que moi, ça fait partie d'une ligne de la genèse de ce podcast, de justement donner la parole à ces entrepreneurs hôteliers, à ces dirigeants qui, moi, quand j'étais étudiant, me semblaient inaccessibles. Et en fait, quand je suis passé un peu de l'autre côté, en tant que consultant, formateur, ce que je fais aujourd'hui, je
me rends compte qu'ils sont accessibles, qu'ils ont envie et besoin de parler, qu'ils n'ont pas forcément toujours le temps. Et ce podcast, c'est aussi donner de la voix. Tu vas pouvoir partager à des faire partager des professionnels comme toi auprès de toute une audience qui pourra du coup se les mettre dans les oreilles pendant quelques Ouais, minutes. tout à fait, tu as tout compris. En plus de tout ce que tu nous partages là, est-ce que, peut-être tu as une lecture, que tu aimerais, diffuser ici? Quelque chose, un livre qui t'a Alors moi, marqué? je suis une grande fan de littérature. Heu, Mmh. j'ai un besoin vital de lire. Ah, C'est vraiment ma façon de m'échapper. Donc, j'ai besoin de ça et quand ça va pas bien, c'est vraiment aussi ce qui me remet d'aplomb. Je pourrais te d'accord. citer des tonnes et des tonnes de livres. Il y en a un que j'aime énormément, c'est La vie devant soi de Romain Gary. Parce que OK. bah, c'est un magnifique livre sur l'amour d'une mère pour son fils. Ouais. Moi, je suis maman de deux Qui a été adapté en film, hein, je Ouais, crois, voilà. assez Donc pour récemment ceux qui sont d'ailleurs. pas très bouquins, Ouais, avec Pierre l'adaptation Ninet. avec Pierre Ninet est tout à fait honnête. N'hésitez pas à regarder le film. Euh, et aussi un bouquin incroyable sur l'autodétermination, quoi, sur la capacité euh, à changer son destin, à tout donner. Et ça, c'est... Et en plus, c'est incroyablement poétique. Après, je suis une très grande fan de BD aussi. Euh, voilà, ça me vient de Ah! mon papa, OK, qui nous a beaucoup OK. éduqués à ça. Et je peux passer des heures, notamment Johannes Farr et Riyad Satouf, qui sont à la fois des super dessinateurs et des raconteurs d'histoires absolument extraordinaires. Donc là aussi, pour les gens qui sont pas très bouquins, bah voilà, Mmh. lisez-vous l'Arabe du futur, des choses comme ça. C'est vraiment des Ouais, romans illustrés super BD et, ça. c'est super chouette. Il y a d'autres, formats. Mais tu vois, je rebondis très brièvement sur ce que tu dis, mais, en parlant de lecture, moi j'aime lire, mais j'ai pas forcément le temps. D'ailleurs, je te demande puisqu'on a parlé de marketing, moi je suis beaucoup sur, ce qui le marketing du tourisme, puisqu'en ce moment je prépare mes cours de marketing, donc tout ce que tu me dis va venir alimenter ces cours. D'utiliser aussi les formats audio. Encore une fois, je fais la promotion du podcast, mais tout ce qui est audiobook, moi je lis des livres à travers ça parce qu'en fait, on n'a pas tout le temps de lire. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça et ça permet aussi de faire sa culture littéraire. Et moi, il y a beaucoup des livres, qui m'ont été recommandés par mes invités que je mets dans mon application et que j'écoute et ça me permet de découvrir ces sujets pendant que je fais d'autres choses et cetera. Même si je lis pas chaque mot, mais je vais entendre la globalité, ça permet vraiment de progresser aussi de ce Mais je suis côté-ci. tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que dans les transports, le podcast est 100 fois plus adapté que le livre. Euh, et Bien c'est sûr. tellement agréable. Il y a des formats extraordinaires, des créateurs de contenu fantastiques et quels que soient ses centres d'intérêt, on peut trouver quand même des choses très très sympas. Mmh. Complètement. Dans toutes ces, apprentissages, est-ce que tu as également une citation ou un mantra que tu aimes te répéter? Ouais, alors moi quelque chose qui guide beaucoup ma vie professionnelle comme personnelle, hein, c'est une phrase de Saint Augustin qui dit que le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. Ouais. Et ça, c'est vrai que dans notre société, on est tous entraînés, et puis au niveau de poste où je suis, on va pas se mentir, c'est un petit peu ça aussi, à faire toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus beau, toujours plus rapide, etc. Et c'est naturel, hein, on a un certain niveau d'ambition, on a envie de se renouveler, on a envie de faire mieux, c'est une vraie nécessité. Mais je trouve que c'est très important aussi de se rappeler qui on est, pourquoi on fait les choses, tout ce qu'on a accompli et d'en profiter. Moi, je suis une grande fan des petits plaisirs simples. L'été, je vais en Bretagne, je m'en fiche s'il fait beau, il fait pas beau. On va à la plage, on mange Ouais. des huîtres, on passe du temps en famille. Et en fait, oui, c'est très beau d'avoir des projets, de construire des tas de choses. Mais en fait, si demain ça devait s'arrêter, et je pense que le Covid, ça m'a fait prendre conscience que tout pouvait s'arrêter du Mmh. jour au lendemain, et ben, faut être sûr d'en avoir profité un maximum. Donc voilà, prendre le temps de profiter de tout ce qu'on a, l'apprécier à sa juste valeur, c'est pour moi le sens de cette phrase. Mmh. Je te rejoins complètement. Après toi,
pour nous parler de tous ces sujets, et ils sont bien nombreux. Qui aimerais-tu voir invité sur Hospitality Insiders? Alors, tu as trouvé ça très revendicatif, mais Ok. Rachel Keke, qui était une des femmes de chambre qui s'est illustrée au moment de la grève des femmes de chambre de l'Ibis et qui est aujourd'hui Ah, députée. Donc, c'est une dame qui est mère de famille de 5 enfants. je savais pas du tout qu'elle était députée. Mais, Génial. voilà. Alors, députée France Ah, Insoumise, donc je fais pas de politique, mais le parcours de ouais. cette femme est juste hallucinant. Hallucinant. Et je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à dire sur l'intérieur pur de notre métier. Et Hmm. quelqu'un d'autre que j'aime beaucoup, qui m'a accompagnée aussi tout au long de ma carrière, c'est Maud Descamps. Maud, Oui. je ne sais pas si tu la connais. Ah bah je la connais très bien, mais je te laisse en parler, mais on échange C'est marrant régulièrement parce avec que Maud. Maud, en fait, on a fait la même école et du coup, un jour, elle m'avait proposé un café en disant on est tellement peu nombreux à faire de l'hôtellerie, est-ce que tu veux pas qu'on se rencontre? Donc, on a commencé à se connaître comme ça et à l'époque, elle était formatrice sur la partie expérience, formation des équipes et pendant très longtemps, elle a accompagné les équipes au co-hôtel sur les sujets d'attitude 4 étoiles. Elle fait ça avec Oui. énormément de finesse et de pédagogie. Et il y a quelques temps, elle s'est spécialisée sur un autre domaine qui me parle énormément, qui est celui de la prévention des risques, en tout cas des Des violences VSS. sexistes et sexuelles au sein de notre industrie. Et on a fait le constat ensemble qu'on partait d'excessivement loin et qu'il y Oh avait que beaucoup, oui. beaucoup de travail. C'est vrai que je suis bien placée pour savoir que dans l'industrie de l'hôtellerie-restauration, la place des femmes n'est pas celle qu'elle devrait être. Que ce soit dans les postes de management où finalement il n'y a qu'un tiers des managers qui sont des femmes encore aujourd'hui et sur plein d'autres sujets. C'est très difficile d'être maman, pas seulement maman, mais parent tout simplement quand on a un métier d'opérationnel. Et il y a ce fameux sujet des violences sexistes et sexuelles où là, voilà, le Ouais. travail est énorme et donc Maud a pris à bras le corps ce sujet, elle s'est spécialisée là-dedans et elle fait de la formation et elle accompagne les entreprises sur ces sujets-là et je pense que ce serait très intéressant qu'elle puisse te partager Écoute, son point de vue. je prends la balle au vol, et j'en profite pour aussi remercier Maud. Moi, c'est elle qui m'a mis en relation avec une des écoles avec lesquelles je travaille quand, justement elle a bifurqué. Elle m'a envoyé son mémoire, sur les VSS notamment, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, et je pense qu'en effet, ce serait une très bonne, invitée pour parler de ces sujets. Et s'il y a des auditeurs qui se passionnent, de ces thématiques-là, j'ai eu l'occasion d'avoir notamment Valérie Offenberg, qui a fondé un label qui Mm. s'appelle le She Travel Club, qui était un épisode qu'on a fait en début de saison, passionnant aussi, et je pense que je vais continuer d'approfondir dans ces thématiques. Et je pense que c'est bien aussi que ce soit des thématiques qui soient représentées aussi bien par des hommes que par des femmes, justement, tu vois, de un petit peu Absolument. banaliser le sexe de la personne, que tout le monde en parle, et en effet, elles sont encore ô combien trop nombreuses présentes, ces problématiques dans nos métiers d'hôtellerie-restauration, ouais. Quelqu'un qui aimerait, continuer à discuter directement avec toi, chère Solène, quel est le meilleur moyen pour te Eh ben, contacter? mon LinkedIn, j'essaie de Parfait. répondre un maximum. Et puis, bien évidemment, on a une boîte mail sur notre site web où, quand on m'envoie des messages personnels, ils me sont redirigés immédiatement. Je ne donne pas mon adresse perso parce que malheureusement, il y a un peu trop de Bien sûr. fournisseurs qui nous contactent au quotidien. Mais J'imagine. voilà, n'hésitez pas à écrire à contact@tocohotel.com et le message me sera rerouté personnellement. Mmh. Et enfin, chère Solène, ce sera la seule fois de cet épisode où je ne rebondirai pas sur ce que tu diras. Je te laisse, le mot de la fin. Si tu avais un dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Alors, puisqu'on s'adresse à des professionnels de l'hôtellerie-restauration, moi, j'ai connu d'autres industries. Je ne sais pas si je suis
hôtelière de naissance, clairement pas. Et je trouve que c'est une industrie absolument extraordinaire parce qu'on travaille la matière la plus passionnante qui soit, puisqu'on travaille l'humain. On vit des choses à la fois dures et en même temps magiques au quotidien avec nos équipes, avec nos clients. Et on travaille aussi la thématique du voyage qui est pleine d'imaginaire, pleine de poésie. Donc voilà, on a une industrie fantastique. On a aujourd'hui un défi absolument immense, colossal et en même temps ô combien motivant, qui est de réussir la transition de notre industrie vers un tourisme durable et responsable d'un point de vue aussi bien écologique que social. Le champ de travail est absolument énorme. Réfléchissons ensemble à tous ces sujets. Ne lançons plus un projet, plus un hôtel, plus une marque sans avoir en tête ces deux défis qui sont les nôtres. Mes chers insiders, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que je publie de nombreux contenus sous différentes formes. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous à la newsletter et rejoignez la communauté des insiders. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.